aujourd'hui. Je suis Danny Chouba, interne en réanimation. Je vais vous présenter mon staff préparé avec Dr Aurore Rodriguez, qui est intitulé Un langage sans parole. Je vais débuter juste par une idée que la musique, c'est un sujet intéressant que dès le début de l'humanité a été traité soit par des philosophes, soit par des musiciens, soit par des artistes, soit par des gens, et récemment par la médecine elle-même. Juste une idée de la musique et de la littérature. Selon Nietzsche, la vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Alors que, selon Proust, la musique est peut-être l'exemple unique de ce qu'aurait peut-être s'il n'y avait pas eu l'invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idées, la communication des âmes. Selon ces deux philosophes, alors, est-ce qu'un patient en soins intensifs, en ne lui mettant pas la musique, en le privant de la musique, on est en train de le mettre plus en exil? Est-ce qu'on est en train de lui faire subir plus de fatigue? Alors que, selon Proust, est-ce que la musique, c'est notre moyen de communiquer avec les personnes qui ne peuvent pas parler? Est-ce que c'est le moyen de communiquer avec le commun? C'est à propos de ces deux proverbes que je vais plus développer mon sujet en ce qui concerne la musicothérapie aux soins intensifs. Tout d'abord, juste une idée de la musique et la médecine. La musique, les premières études de la musique, c'était en 1978 par Bonny, qui était un médecin elle-même, qui, suite à une chirurgie de cœur ouverte qu'elle a subie elle-même, a noté que lorsqu'elle entendait la musique aux soins intensifs, elle se sentait plus à l'aise, elle avait les signes vitaux qui sont plus normaux, elle se sentait moins anxieuse. Alors, partant de son propre expérience personnelle, elle a développé la thérapie par musique qui conduit à une régulation des signes vitaux. Outre que ça, en 1983, Bonny elle-même a développé le sujet que les patients sont moins anxieux et plus confortables en entendant la musique classique. Fontaine, en 1994, a étudié que la musique influence le cerveau en stimulant la sécrétion de l'endorphine. Schlann, en 1998, Schlann, c'est maintenant un des plus qui étudie l'effet de la musique aux soins intensifs et sur les patients intubés. La musique entraîne une diminution du taux d'adrénaline et de l'activité neuromusculaire. Encore, il a étudié que la musique diminue le stress chez les patients en comparant au repos. McKinney, en 1997, a étudié que la musique stimule le système immunitaire. Mischka et Lindbeck, en 2000, la musique influence les hormones, surtout libération d'ACTH et hormones de stress. Et enfin, Milk et Colassa, en 1994, que la musique diminue le taux de cortisol dans la salive et le stress préopératoire. Donc, on a noté que des années 1978 à 2000, on a eu beaucoup d'études, mais de l'année 2000 jusqu'à 2010, ça s'est un peu arrêté. Mais récemment, depuis l'année 2013, on revoit beaucoup d'études qui parlent de la musique et de l'effet de la musique chez les patients intubés. Tout d'abord, on va commencer l'effet de la musique sur l'anxiété et la douleur. C'est une étude prospective randomisée faite sur 72 patients conscients aux soins intensifs admis pour des accidents vasculaires cérébraux, où on a mesuré tout simplement les signes vitaux. Le VAS, c'est le score visuel de la douleur. Le FACES, c'est un score, selon les mimiques des patients, on note un score d'anxiété. Le STAI-1, c'est un score d'anxiété basé sur 20 questions qu'on pose au patient qui doit être conscient. Est-ce que vous êtes anxieux? Est-ce que vous sentez pas mal? Il doit répondre et selon la réponse, il est noté de 1 sur 4. C'est un score au maximum de 80 ou 40, c'est le cut-off où le patient est considéré comme anxieux. Et un questionnaire simple sur le confort. Cette étude faite par Atis et Gürsul 2015 en Turquie. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les valeurs de base pour ces 5 paramètres qu'on va étudier. Puis, on a fait 30 minutes de repos. Après ça, on a pris les valeurs juste avant l'introduction de la musique. Et après ça, on a fait 30 minutes de musique où on a enregistré les signes vitaux, le VAS, le FACES, le STAI et le General Comfort Scale. Et on a mesuré les valeurs après la musique. Ce qu'on a noté, c'est que pour la pression artérielle systolique, il n'y avait pas une grande différence, mais ça a diminué avant le test et après la pause de musique. Pour le score de VAS, le score douleur, ça a passé d'un score de 2 à un score de 0.2.
Pour le score de Faces, qui est le score de l'anxiété selon les nuits, ça a passé de 3 à 1.2. Et 3, c'est la limite de début de l'anxiété. Pour le score de Strike, on a dit qu'à 40, ce sont des patients anxieux. On a passé à un score qui est moins de 40, ce sont des patients qui sont moins anxieux, à 34.7. Et pour le General Comfort Scale, ce sont 48 questions notées de 1 sur 4, où le score maximal c'est 196 et le score minimal c'est 48. On est passé à un score de 142. Les changements pour la pression artérielle systolique, le FAS, Faces et Strike et le General Comfort Scale, c'était statistiquement significatif avec des P inférieurs à 0.05. La conclusion qu'on peut avoir de cette étude, c'est que la musique est un type de thérapie qui peut contribuer et qui contribue au confort des patients aux soins par diminution de la douleur et de l'anxiété. On passe à une autre étude, c'est une étude prospective randomisée sur 373 patients aux soins intensifs. Ce sont des patients ayant des pathologies pulmonaires, pas de troubles de conscience, qui ont été intubés juste pour leurs troubles respiratoires. Ce sont de 2006 à 2011 par Schlein aux États-Unis. On a divisé 3 groupes, un groupe de 126 qui ont eu Patient Directed Music, c'est-à-dire de la musique que le patient choisit lui-même, et s'il demande de la musique, on lui met de la musique. 122 headphones, ce sont des casques où le patient n'entend plus rien, déconnexion totale avec l'environnement, et 125 en prise en charge normale, où on a mesuré l'anxiété mesurée par le score de VAS et la sédation, et on a évalué la sédation. En ce qui concerne le score de VAS, on a commencé par une valve pour ces patients qui sont des patients chroniques qui ont séjourné plus que 30 jours aux soins intensifs. On note que depuis le début de l'admission à l'hôpital jusqu'à à peu près J25 de leur admission, on a une diminution de l'anxiété chez ces patients qui passe d'un score de 45 à un score de 28, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des patients qui sont moins anxieux. Alors que pour les headphones ou le casque, on note qu'on a une légère augmentation, une stagnation de l'anxiété aux soins intensifs. Et pour le contrôle, de même, on a une légère diminution, mais avec un score qui est déjà plus élevé que les autres. On a juste eu un changement significatif, statistiquement significatif pour les patients ayant la musique qui ont eu un score d'anxiété qui a diminué durant les 30 jours d'hospitalisation. Alors, en ce qui concerne l'intensité de la sédation, pour mesurer l'intensité de sédation, ce qu'on fait dans l'étude, ils ont divisé par quartile 4 heures chaque jour d'admission du patient. Et dépendant des 8 molécules qu'ils ont utilisées, soit l'hypnovel, le propofol, le morphine ou tout ça, chaque fois qu'on administrait ou selon en continu le dosage qu'on administre, ils ont ajouté pour ce quartile. Par exemple, si le patient a besoin de 2 mg de midazolam avec 3 mg de morphine, ça a été considéré 2 plus 3 égale à 5, l'intensité c'est 5. On note pour l'intensité de la sédation sur le long de ce jour, en moyenne pour chaque quartile que les patients sous musique ont consommé en moyenne 2.8 ont eu une intensité, contre 4.2 pour le casque et 4.4 pour le contrôle. De même, ce qu'on peut noter dans cette étude qu'à J5, la musique diminue l'intensité de la sédation de 36% comparé aux patients contrôle ou en casque. En ce qui concerne la fréquence de la sédation, la fréquence c'est de même, on a divisé le jour par 6, c'est-à-dire 4 heures, et on a la fréquence d'administration des médicaments. On note que pour le Patient Directed Music, c'était 3, la fréquence c'était 3.3, pour les casques c'était 5.2 et les contrôles. On a nécessité plus d'administrer des médicaments de la sédation. Et de même, à J5, la musique diminue la fréquence de sédation de 38% comparé au contrôle. Ainsi, la musique, selon cette étude, est un moyen efficace qui peut réduire l'anxiété et la consommation de sédation chez les patients intubés. La troisième étude concerne la musique et ventilation mécanique. C'est une étude prospective randomisée sur un échantillon de 20 patients stables nécessitant intubation, sédatés de la même façon par l'hypnovel, où on a mesuré juste les signes vitaux avant et après le début de la musique, où on a mis de la musique classique pour 30 minutes par du casque. Étude faite par Elmrud et Peterson en Suède en 2003. Ce qui est notable, c'est pour la pression systolique moyenne, on passe à peu près de 136 avant le début de la musique et dès le début de la musique
ici, on note une diminution de la pression systolique moyenne pour passer jusqu'à la fin de la musique de 136 à peu près 123 de pression. Puis, ce qui est notable, c'est que dès qu'on arrête la musique, on a une réaugmentation de la pression systolique à sa valeur de base. Pour la variation de la pression diastolique de même, c'était concomitant avec la pression systolique. On est passé à peu près de 61 à 58 en fin de la musique, puis ça a augmenté à la valeur de base. En ce qui concerne la moyenne de la fréquence cardiaque, on est passé de 98 à 94 en fin de l'administration de la musique, puis ça a augmenté. Mais juste c'était le changement de la pression systolique et diastolique qui était statistiquement significatif. Alors la thérapie par musique est un moyen non pharmacologique bénéfique pour les patients intubés aux soins intensifs avec un meilleur contrôle de la pression artérielle et une forte probabilité de diminution de stress. C'était probablement lié à la diminution de stress et la diminution de la pression artérielle systolique. En ce qui concerne la VMI, il y a juste une étude qui est en train de se faire maintenant en France. C'est une étude prospective sur 3 centres en France, Lys-Moulay, du Stade Boussy et CHP de Vendée, qui porte sur 99 patients admis en réanimation nécessitant VMI. Le but primaire, c'est une étude sur le confort du patient mesuré par VAS avant et après la musique, alors que le but secondaire, c'est l'effet de la musique sur le stress, anxiété et signes vitaux. On a 3 groupes, contrôle, musique et privation sensitive, et l'étude a débuté en mai 2013. Alors, une étude intéressante, c'est la musique et l'aspiration endotrachéale. L'aspiration endotrachéale, c'est un acte que tous les patients doivent subir, et c'est un acte qui est douloureux et entraîne une agitation et une modification de l'état physiologique des patients. C'est une étude prospective randomisée sur 66 patients ayant bénéficié de chirurgie à cœur ouvert, intubés et besoin d'aspiration endotrachéale. La première aspiration a été faite avec le score de base de Ramsey Scale de 2 et 3. Le Ramsey Scale, c'est un score de sédation pour les patients intubés. Un score de 1 à 6, où le 1, c'est les patients sont agités. Le score de 2, c'est les patients sont très bien appropriés, sont bien conscients. Et 3 sont des patients somnolents, jusqu'à arriver à 6, où les patients ne répondent pas au stimulus. On a eu 33 patients qui entendent 20 minutes de musique avant et après l'acte d'aspiration et 33 qui ont eu des soins normaux. On a utilisé le Critical Pain Observation Tool. Le Critical Pain Observation Tool, c'est un score qui permet d'objectiver la douleur du patient en se basant sur 4 points. Est-ce que le patient il est adapté ou non à son respirateur? Est-ce qu'il fait des limites faciales qui montrent la douleur? Est-ce qu'il a une tension musculaire? Et est-ce qu'il s'agit? Ce sont des scores notés de 1 à 2. Alors que le Ramsey Score, c'est le score que j'ai détaillé, c'est une étude faite en Turquie par Akta et Karaboul, publiée en 2005 dans le British Journal of Critical Care. Alors, en ce qui concerne la douleur mesurée par le Critical Pain Observation Tool, on a noté que les patients avant l'acte étaient totalement confortables avec un score de douleur qui était à 0,42 et 0,55, alors que durant l'acte, le score a passé de 4 à 4,18, qui est un score de douleur positif, alors que pour les patients entendant la musique, c'était un score de douleur supérieur à 4 que les patients sont considérés comme douloureux. De même, on note qu'après 20 minutes de l'acte, les patients qui ont entendu la musique avaient des scores qui sont plus proches de leur score de base, alors que les patients qui étaient sous traitement normal étaient encore loin de leur score de base avant l'aspiration endotrachéale. Juste à noter que la variation, la différence entre contrôle et musique était statistiquement significative chez ces patients. L'autre, c'est la sédation, c'est-à-dire le score de Ramsey. Un patient idéal doit avoir un score de Ramsey de 2. C'est le patient idéal en soins intensifs. Chez ces patients, le score de base, c'était très proche de 2, c'était 2,24 ou 2,25. Alors que lorsqu'on a fait l'acte d'aspiration, pour la musique, on est passé à 1,88, qui est toujours un score près de 2, alors que pour le contrôle, on s'est approché de 1,55, on s'est approché de l'agitation chez les patients, alors qu'après 20 minutes, les deux patients sont retournés à peu près à leur score de base. De même, la variation entre musique et contrôle durant l'acte d'aspiration était statistiquement significative.
La musique alors améliore la tolérance des actes douloureux tels que l'aspiration chez les patients intubés sans nécessité d'augmenter la sédation. Notre étude, c'est concernant la musique et les patients comateux. C'est une étude prospective contrôlée sur 40 patients, 20 qui entendent la musique et 20 contrôles, qui ont des traumas crâniens avec les mêmes lésions à peu près lors de leur admission, qui sont stables, qui ont des Glasgow-Coma scale entre 3 et 8 et qui ont des EEG identiques à l'admission. Alors, on avait un groupe de 20 patients qui entendaient 3 fois la musique par jour, c'était de la musique classique ou du jazz, versus un contrôle qui est traitement normal. Et on a évalué juste par le Glasgow-Coma scale et le QEEG. C'est quoi le QEEG? C'est le Quantitative EEG, où on met 19 points sur le cerveau pour détecter tout le territoire du cerveau. Et on détecte les ondes θ et kappa, qui sont des ondes de fréquence basse qui, leur présence signifie qu'il y a une lenteur au niveau du cerveau et qui détecte encore les angles delta et alpha et delta, qui sont des angles à haute fréquence que le cerveau fonctionne normalement. Et pour avoir une valeur quantitative, ce qu'ils ont fait, ils ont ajouté θ et kappa divisé par alpha et delta, et de cette façon, plus le score il est haut, ça signifie que plus le cerveau il est en lenteur. Et plus le score il est bas, il est plus proche d'un cerveau normal. En ce qui concerne le Glasgow-Coma scale, tout simplement, les 20 patients de musique et les 20 contrôles avaient des scores à peu près identiques, 5.5 contre 5.65 à l'admission, alors qu'après un mois de traitement, où la seule différence était l'administration de la musique, le score était 11.3 de Glasgow pour la musique et 9.45 pour le contrôle, ce qui était statistiquement significatif. Alors que pour le qualitative EEG, avant traitement, c'était les mêmes, 9.38, 9.54. Après un mois de traitement, ça a diminué maintenant une amélioration pour les deux populations, mais c'était 6.3 pour la musique contre 7.99 pour elle. Et comme on a dit, plus le score il est bas, plus le patient est proche de ses valeurs normales, et c'était statistiquement encore significatif. La musique chez les patients avec trauma crânien a peut-être un effet bénéfique sur l'amélioration de l'état de conscience. Une autre étude, c'est sur la cognition avec musique chez les patients avec des troubles de la conscience. C'est une étude prospective faite à Lyon en 2015 par Castro, Tillman et Terra, où 13 patients avec des troubles de la conscience à un stage chronique supérieur à 1,5 mois avec des Glasgow-Coma scale entre 8 et 11. C'était des patients chroniques avec des scores de Glasgow entre 8 et 11, où on a étudié l'EEG et fait sur l'EEG en prononçant le nom du patient après écoute de sa musique préférée ou son contenu. Je vais détailler. Alors, ce qu'on a fait, c'est que le patient va passer par deux phases, une phase de contrôle et une phase de musique. Lorsqu'il est en phase de contrôle, il entend un son continu pour 1 minute 05, suivi de 2 secondes de repos. Après ça, il a son propre nom, suivi de 8 différents noms. Alors, qui s'alterne, propre nom, autre nom, propre nom, autre nom, pour 64 fois. Alors que pour la musique, c'est le même protocole, mais au lieu de son continu, c'est la musique qui commence au début. De même, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un institut, une personne qui est sain, et on a étudié l'effet de prononciation du nom de son propre nom. Ce qu'on a eu, c'est que chez le patient qui est normal, on doit avoir, lorsqu'on prononce le nom, deux pics, qui sont N2 et P3. Alors, la réponse normale, lorsque un patient sain doit entendre son nom, il doit avoir ces deux pics, le N2 et P3. Comme résultat, on a détecté deux groupes. Un premier de 7, où on a eu les réponses discriminatives N2 et P3 aux prononciations de son nom personnel qu'on n'a pas eu à la prononciation des autres noms. Alors, on a eu juste la même réponse qu'un sujet sain. Mais c'était significatif après la population de musique. C'est-à-dire, on n'avait pas cette réponse lorsqu'on a mis un son continu, on avait cette réponse lorsqu'on avait mis de la musique. De même, on a eu un deuxième groupe qui est de 6 personnes où on n'a pas eu de réponse ni à la musique ni à la condition de son continu. Mais ce qui est trouvé dans cette étude, que la présence ou absence de réponse discriminative est reliée au pronostic du patient après 6 mois. C'est-à-dire, les 7 patients où on a
où on a pu enregistrer des réponses MP3 après entendre la musique, c'était des patients qui ont eu une amélioration dans leur pronostic, une amélioration dans leur état clinique. Alors que les 6 patients où on n'a rien eu comme réponse sont restés dans la même condition où sont décédés. C'était la première étude où on a relié la musique de façon indirecte au pronostic du patient. La musique a peut-être un effet bénéfique sur la fonction cognitive et le pronostic des patients avec des troubles de la conscience. La dernière étude porte sur la réhabilitation. La réhabilitation et musique, c'est une étude prospective contrôlée faite en Italie en 2011 par Ormitano et Nicola, portant sur 34 patients qui ont eu au moins 52 jours en moyenne de coma et 154 intervalles de début de réhabilitation. C'est-à-dire, après 154 jours, dont 52 jours de coma, on a commencé la réhabilitation. Chez ces 34 patients, on a ajouté la musique active, qui consiste soit qu'ils jouent de la musique, soit qu'ils chantent avec le réhabilitateur. Traitement par musique effectué 3 fois par semaine, 20 à 40 minutes, sans changement de son traitement habituel. On a juste ajouté le traitement par musique active. Et on a étudié des modifications suivantes: initiative psychomotrice, agitation psychomotrice et interaction avec l'environnement, qui ont été résumées par 2 choses, l'inertie et l'agitation. On a mesuré si ces patients sont améliorés sur ces 2 plans. Et c'est un professionnel blanc qui ne connaît pas les deux, la population, soit la musique, soit la population normale, qui a enregistré par amélioration de la population. Alors, tout simplement, à T0, on a eu une admission au centre de réhabilitation. À T1, c'est-à-dire J15, après leur admission, on a débuté la réhabilitation normale, c'est la physiothérapie, thérapie cognitive et orthophonie. À T2, après 15 jours, c'est-à-dire à 30 jours de leur admission, on a débuté la thérapie en musique. À T3, 1 mois après le début de la musique, on a étudié ces variantes. Le T4, c'était 2 mois après le début de la musique. Et T5, 1 mois après l'arrêt de la musique. Ce qu'on a noté, c'est on a eu une amélioration notée pour 27 de 34 patients, pas avant T3, c'est-à-dire qu'on a eu besoin à peu près de 1 mois après le début du traitement de musique pour avoir un changement qui est significatif. Sur l'inertie des 27 patients qui avaient de l'inertie, on a eu 17 qui se sont améliorés avec la musique, mais 10 qui ne se sont pas améliorés. Pour les patients qui avaient de l'agitation, il y avait 9 patients qui avaient de l'agitation, on a 8 qui se sont améliorés avec la musique, 1 qui ne s'est pas amélioré. Et pour les patients qui avaient inertie et agitation, c'était 2 patients et les 2 se sont améliorés avec la musique, comparant avec les autres. Ainsi, on a eu une amélioration par la musique active de la collaboration des patients avec les lésions cérébrales dans leur réhabilitation, ainsi qu'une réduction de comportements involontaires, surtout inertie et agitation. En conclusion, la musique peut contribuer au confort des patients. Elle peut diminuer la douleur et l'anxiété des patients en soins intensifs. Elle peut diminuer la consommation de sédation chez les patients intubés et ventilés. Elle peut diminuer le stress des patients en soins intensifs. Elle peut améliorer la tolérance aux actes douloureux et peut améliorer l'état de conscience chez les patients avec trauma crânien. Une chose à souvenir, la musique c'est gratuite, elle n'a pas d'effet indésirable. En plus, ça rend un meilleur environnement pour le patient et pour le personnel. Alors, je ne pense pas qu'il faut priver les patients de la musique. Et en retournant à Proust et à Nietzsche, je pense qu'on est, en privant les patients de la musique, on est en train de les mettre plus en exil, plus de les fatiguer, et la musique, c'est notre moyen de communication avec les combattants. Merci.